Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous allons commencer. C'est la dernière leçon de cette série. Et le sujet est vaste et pourrait donner lieu à toute une série de cours par lui-même. Donc je vais essayer de vous résumer ça en n'allant pas trop vite tout de même. Alors, nous avons beaucoup parlé de lithosphère océanique, du système lithosphère-asténosphère dans les océans. Et une particularité bien sûr importante, c'est que l'âge des fonds océaniques, le plus ancien, ne dépasse pas de l'ordre de 200 millions d'années. Les océans sont continuellement recyclés dans le manteau, ce qui bien sûr pose un problème pour savoir quelle était leur configuration dans le passé. Par contre, on a toute la suite des âges depuis leur formation, donc de l'âge zéro actuellement au ride, au dorsal océanique, jusqu'à leur disparition dans les zones de subduction. Pour les continents, c'est tout à fait différent. Les continents sont là depuis beaucoup plus longtemps et en quelque sorte, ils flottent au-dessus des océans sans être en restant à... Tiens, ça ne marche pas. J'ai un problème. Ça ne marche pas. Ah, ça y est. Bon. Voici la configuration actuelle avec la distribution des âges de la croûte continentale. Alors, on va être amené à distinguer la croûte de la lithosphère, donc du manteau supérieur. La croûte continentale étant les premiers 30 à 50 km de profondeur. Elle atteint dans certaines régions, comme au Tibet, 60 à 70 km d'épaisseur. Dans les continents, la croûte est donc assez épaisse, aussi par contraste avec les océans, où la croûte part d'infiniment fine jusque vers, en moyenne, disons 10, 15, 20 km d'épaisseur. Alors, donc les âges des continents se divisent d'après les roches qu'on a trouvées et les échantillons de roches qu'on a pu mesurer dans ces continents. On a donc des roches qui datent de l'époque de l'Archéen. Ces parties des continents sont surnommées par certains les archons. Ils ont un âge de plus de 2,5 milliards d'années, donc des âges qui est considérable. Ensuite viennent des parties qui couvrent une beaucoup plus grande surface de continents un peu plus jeunes, mais toujours quand même précambriens, donc ce qu'on appelle parfois les protons, à ne pas confondre avec l'électron et le proton, qui ont donc des âges précambriens de plus de 540 millions d'années. Et enfin, les bordures des continents et certaines parties ici en Eurasie, en Europe et dans la zone méditerranéenne ont été affectées par des phénomènes tectoniques plus récemment et donc correspondent à un âge plus jeune, donc dans l'époque phanérozoïque. Alors, comment mesure-t-on l'âge? Comment connaît-on l'âge des continents? Donc d'abord la croûte continentale. Regardons d'abord la croûte. L'âge de la croûte continentale est en général obtenu par datation de zircons, qui sont donc des cristaux qu'on trouve dans la croûte continentale et qui sont datés par une méthode de radioisotope utilisant le système uranium-plomb. L'uranium se désintègre en plomb au cours du temps avec une durée de vie très longue. Et c'est ainsi qu'on a pu dater les zircons les plus vieux à 4,4 milliards d'années. Alors ce sont des petits cristaux, ce ne sont même pas des roches, ce sont des morceaux, des petits cristaux, et donc qui nous indiquent que ces cristaux ont été incorporés à la croûte continentale il y a déjà très longtemps, mais nous n'en avons que très peu d'échantillons, les plus anciens venant d'Australie, la région de Jack Hills. Alors, ces zircons, ils sont formés par cristallisation de magma,
Donc tout ce qu'on va regarder aujourd'hui va avoir à faire avec la cristallisation, donc la fusion partielle de matière qui ensuite cristallise. Au moment de la cristallisation, ces zircons donc, sont incorporés à la croûte et ils sont très résistants, ce qui fait qu'on les récupère encore aujourd'hui. Et leur particularité, c'est qu'ils contiennent très peu de plomb à l'origine et au cours du temps, ils conservent l'uranium qu'ils avaient au départ. Ce qui fait que justement, on va pouvoir, en fonction du temps, voir combien d'uranium, combien de plomb a été obtenu par désintégration de l'uranium, ce qui va permettre de dater très précisément ces zircons et aussi d'avoir confiance que cette datation correspond bien à l'époque de la cristallisation. Alors, quand on regarde donc l'âge du manteau de la croûte, par contre, quand on regarde en dessous, comment connaît-on l'âge du manteau sous la croûte cratonique, les cratons étant les parties les plus anciennes des océans, celle-ci, cet âge, on le détermine à partir d'inclusion de silicates et de sulfides dans les diamants. Nous avons déjà un peu parlé des diamants, nous en reparlerons. Mais donc ces diamants qui remontent dans les dégagements volcaniques des profondeurs des continents, dans ce qu'on appelle les kimberlites. Et à partir de la datation de ces diamants, on a pu déterminer des âges de l'ordre de 3,5, allant jusqu'à 3,5 milliards d'années en ce qui concerne les diamants d'Afrique du Sud. Et ceci a été en particulier confirmé par un autre système, par une datation basée sur un autre système radiogénique, le rhénium-osmium, des inclusions de sulfides. Alors ce système rhénium-osmium est aussi un système un peu comme l'uranium et le plomb. Au moment de la fusion partielle, le rhénium va partir dans le produit de la fusion. Il est incompatible avec la roche d'origine, alors que l'osmium va y rester. On dit qu'il est compatible. Donc le résidu de la fusion partielle sera enrichi en osmium et appauvri en rhénium, puisque le rhénium sera parti dans la fusion partielle. Donc il sera enrichi en osmium par rapport au manteau de référence. Et donc il va conserver son rapport d'origine d'osmium d'origine avec l'osmium qui résulte de la désintégration du rhénium. Et donc ceci va nous donner l'âge de la séparation de la roche par rapport au manteau, donc de son inclusion dans la lithosphère continentale. Et ce système aussi, comme pour la croûte et l'uranium et le plomb, est moins sensible que d'autres à la contamination par métasomatisme. Alors qu'est-ce que c'est le métasomatisme? Le métasomatisme, c'est du volcanisme qui aura pu affecter les racines continentales après leur construction. Et donc c'est un problème important de savoir si ce qu'on mesure, ça date bien l'origine de la lithosphère continentale et non pas l'époque où celle-ci a été affectée par ce volcanisme ultérieur. Donc voilà ces deux systèmes principaux. Et en faisant cela, on s'aperçoit qu'il y a une correspondance très nette, une bonne correspondance entre l'âge de la croûte et celui du manteau sous-jacent. Et donc encore une fois, on distingue la croûte archéenne, la croûte protérozoïque et les régions tectoniquement actives plus récentes. Alors, voici une autre observation intéressante, c'est qu'en fait, quand on fait la datation de la croûte continentale, on s'aperçoit qu'il y a comme des explosions de construction de croûte. On a une forte proportion d'âges correspondant à des âges particuliers. Il y a un maximum ici entre 2,5 et 3 milliards d'années, un autre autour de 1,8
milliards d'années et encore un autre autour de 1,2 milliard d'années. Les raisons pour ces cycles d'ajout de croûte continentale ne sont pas encore bien connues, sont débattues. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait la même chose pour le manteau, donc en jaune, vous avez ici les âges de la croûte et donc la proportion de croûte continentale correspondant à ces âges-là. Et en violet, vous avez les bandes correspondantes à aussi des époques où on a une plus grande abondance d'âge dans les diamants provenant du manteau. Et à peu de choses près, bien sûr, là on est avec des barres d'erreur très importantes, mais on retrouve aussi cette périodicité, enfin c'est pas une périodicité, mais ces maxima et minima dans la construction du manteau. Donc les deux ont l'air d'aller de pair. Alors donc ça c'est une première information. La croûte et le manteau continentaux sont très vieux. On n'a pas bien sûr une distribution globale complète de ces âges. Au contraire, la distribution laisse à désirer, ce qui est la cause de débats encore actuellement sur la véracité de ces pics et leur cause. Mais donc c'est la première chose à retenir, c'est la croûte continentale et le manteau de la lithosphère sous-jacente sont très anciens. Alors ensuite, l'autre particularité que nous avons déjà évoquée dans un cours précédent, c'est que la lithosphère dans les cratons, donc ces parties les plus anciennes des continents qui comprennent des âges archéens et protérozoïques, sont froides. Ces racines sont froides. On le sait par des mesures de thermobarométrie, donc mesures de l'origine en température et en pression des diamants qu'on récupère dans les zénolithes, qui sont ces affleurements de morceaux de roche provenant du manteau, et qui montrent, par le fait que le diamant ne peut exister ne peut se former qu'à des températures élevées et à des températures relativement basses et des pressions élevées qui correspondent à des profondeurs importantes, on peut déterminer à partir des mesures sur ces diamants, on peut un peu contraindre la courbe de température, c'est-à-dire le géotherme, dans la lithosphère continentale, et on trouve qu'elle correspond à des flux de chaleur en surface assez faibles, ce qui est d'ailleurs bien sûr qui est ensuite vérifié par les mesures de flux de chaleur. Donc ici vous avez la limite entre le diamant et le graphite, les deux formes les plus courantes du carbone, qui se situent donc à relativement basse température, de 900 à 1000 degrés, et relativement haute pression, qui peut correspondre à des profondeurs de l'ordre de 100 km, 150 à 200 km. Ici, c'est une autre version de la même figure, mais maintenant avec, disons, plus de points sur les courbes. Donc vous avez, en fonction de la pression ou de la profondeur, c'est plus ou moins équivalent, et de la température, vous avez les points de mesure correspondant au diamant, une analyse dans les zénolithes de diverses provinces continentales. Ici, donc ça c'est en Amérique du Nord, en Sibérie, en Tanzanie et en Afrique du Sud, et donc des provinces d'âge archéen, et aussi, par comparaison, une province d'âge un peu moins ancien, protérozoïque, le plateau du Colorado, et vous voyez que les températures aux profondeurs des racines des continents, donc de la lithosphère continentale, se positionnent donc à relativement basse température de l'ordre de 1000 degrés, comparé, disons, à un géotherme, donc l'Indiaba ici, avec une température potentielle de 1380 degrés Celsius. Alors ça, c'est encore un autre point d'information.
je vous rappelle le troisième point d'information, c'est qui nous provient de la sismologie, c'est que les racines des continents, la lithosphère continentale, est très rapide au point de vue des vitesses sismiques, en particulier des vitesses de cisaillement. Ici, je crois que j'ai déjà montré cette figure. On a deux modèles différents, deux modèles globaux de structure en vitesse de cisaillement du manteau supérieur. Et les courbes représentées sont en noir une courbe moyenne pour le monde entier, ici et là. Vous voyez qu'elles sont un peu différentes. Ça donne une idée des incertitudes qui restent sur notre connaissance des distributions de vitesse sismique avec la profondeur dans le manteau. Et ensuite, vous avez les courbes en trait continu qui sont des échantillons tirés de cratons, donc de différents cratons dans le monde, ici en Australie, en Sibérie, en Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud et Canada. Et en pointillé, vous avez pour comparaison des échantillons dans les océans, dans des bassins océaniques ou des zones d'océans jeunes. Et vous voyez donc qu'il y a une très grande différence de vitesse dans les premiers 200, 250, voire 300 km. Disons 250, au-delà de 150 km. On a peut-être, ça dépend des modèles. Dans notre modèle ici de 2007, on voit s'incliner la courbe avec la profondeur qui indique qu'on sort de la racine cratonique vers 250 km de profondeur. Alors, une autre façon de voir ça, que je vous ai aussi montré, je crois, c'est en régionalisant un modèle tomographique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est en chaque point de la surface du globe, tous les 2 degrés par 2 degrés, on a regardé la courbe de vitesse en fonction de la profondeur, donc ces courbes-là, et on les a classées par famille, suivant leur ressemblance, en définissant donc formellement, mathématiquement, une distance entre ces deux vecteurs, les deux vecteurs qui contiennent les vitesses en fonction, à chaque profondeur. Et pour faire ce genre d'analyse, il faut spécifier le nombre de régions. Ici, c'est l'exemple sur SI où on a spécifié 6 régions. Donc, on classe disons, les profils de vitesse sismique dans les premiers 350 km de profondeur. En fait, c'est entre 50 et 350 plus précisément. Et on les classe donc suivant qu'elles se ressemblent ou non. Et on obtient ces 6 familles qui, en fait, ont une répartition géographique assez cohérente avec des grandes provinces donc, correspondant à la même famille. Donc on voyait bien les océans jeunes, les océans pluvieux et les bassins océaniques les plus anciens. Mais dans les continents, vous noterez cette présence en particulier de cette région verte qui correspond très bien donc, aux régions les plus anciennes des continents. Et donc quand on regarde la courbe, les courbes moyennes de vitesse dans ces régions, si on fait la moyenne dans chaque région verte au niveau global, ou dans chaque région bleue ou dans chaque région grise, on obtient ces courbes de variation de vitesse en fonction de la profondeur, et les cratons ressortent avec des vitesses beaucoup plus rapides que les autres régions. Les régions protérozoïques, donc les régions encore anciennes, mais un peu plus jeunes, sont les suivantes. Par contre, les régions tectoniquement actives se confondent un peu dans les courbes océaniques. En tout cas, les cratons, donc très très rapides. Et donc, nous avions vu aussi qu'on pouvait caractériser une différence entre le continent et l'océan en faisant l'imagerie, la cartographie de l'anisotropie. Et donc, on était arrivé à ce schéma. Donc, c'est un schéma, bien sûr, très simplifié et simplement pour fixer les idées, où donc la lithosphère continentale est plus épaisse, 200 à 250 km, que la lithosphère océanique. Bien sûr, il y a la croûte aussi, qui n'est pas indiquée ici. Et on a, pas aussi bien sous les océans que sous les continents, une zone d'anisotropie relativement forte sous la racine, sous la limite entre la lithosphère et la sténosphère, avec des ondes SH, des vitesses des ondes SH, donc les vitesses des ondes polarisées horizontalement,
plus rapide que les vitesses des ondes polarisées verticalement, qui peut être, disons, interprété en termes disons, de cisaillement préférentiellement dans la direction horizontale. Nous avions aussi vu que c'était le cas au moins en Amérique du Nord, mais aussi, on le voit aussi en Afrique du Sud et dans d'autres cratons, l'alignement de l'anisotropie azimutale avec la direction absolue de la plaque sous la base de la lithosphère. Alors, comment réconcilier toutes ces observations? L'observation que la lithosphère continentale est froide, plus froide que la lithosphère océanique, mais que les vitesses sont plus rapides, et que par contre il n'y a pas d'anomalie de champ de gravité. On s'attendrait d'abord à ce que cette lithosphère soit plus lourde puisqu'elle est plus froide et plus rapide, et donc elle aurait peut-être tendance à tomber dans le manteau. Or elle subsiste, en fait elle subsiste pour des époques très, très longues, et en plus il n'y a pas d'anomalie de gravité. Donc il doit y avoir un moyen pour compenser ces propriétés différentes donc de température et de propriétés sismiques entre les océans et les continents pour donc annuler l'anomalie de gravité. Et donc ces racines continentales, on déduit que ces racines continentales doivent être moins denses que les parties océaniques correspondantes. Alors c'est l'hypothèse isopycnique voulant dire de même densité, qui a été proposée tout d'abord par Jordan en 1978 et qui s'exprime ainsi, c'est que la différence de température entre la lithosphère cratonique et celle du manteau convectif, ou donc de la partie sous les océans, qui n'est déjà plus dans la lithosphère, disons, aux profondeurs de 100 à 250 km, est compensée du point de vue de sa densité, par donc des densités moins élevées, et ceci proviendrait de l'appauvrissement en certains éléments chimiques denses, comme surtout le fer, par rapport à d'autres éléments tels le magnésium. Et ceci aurait eu lieu au cours de la fusion partielle qui a donné naissance aux racines continentales. Alors, parlons un peu donc de fusion partielle. On part donc ça c'est donc un schéma basé sur un modèle de manteau supérieur de péridotite, donc de roches du manteau de référence, donc par exemple un modèle de pyrolite avec une grande proportion d'olivine et ensuite des proportions à peu près égales d'orthopyroxène, clinopyroxène et un petit peu moins de grenat. Nous avons évoqué ce modèle dans l'un des premiers cours. Cette péridotite fertile, on lui donne aussi, surtout celle qui a du grenat, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins de grenat, on lui donne le nom de lherzolite. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle le nombre Mg. Alors le nombre Mg, c'est le rapport entre la quantité de magnésium et la somme de la quantité de magnésium et de fer. Et donc ce nombre sera de plus en plus élevé suivant, si la quantité de fer diminue, la valeur du nombre va augmenter. Pour cette lherzolite de référence, le nombre Mg est de environ 88. Elle a une densité moyenne de 3,40 grammes par centimètre cube, et donc tout ceci mesuré à des pressions du manteau supérieur. Et elle est caractérisée par une abondance des oxydes Al2O3, CaO et Na2O. Alors, on soumet ça à fusion partielle, et on a donc d'abord le produit de la fusion, ici à gauche, qui va s'enrichir en certains éléments et être appauvri en d'autres. Et donc, il se trouve que le produit de la fusion est enrichi en calcium, aluminium et sodium, et qui proviennent du clinopyroxène et du grenat.
Et ceci donne, pour, disons, à des pressions du manteau, ce qu'on appelle l'éclogite, qui a un nombre de Mg très faible, puisqu'il y a beaucoup de fer, et une densité plus forte aussi, en grande partie due à l'enrichissement en fer. Donc vous voyez déjà ici presque, pas tout à fait 10%, mais 8% de densité augmentée dans le produit de la fusion. Alors qu'est-ce qui reste? Ce qui reste de l'autre côté, c'est le résidu qui, lui, est donc appauvri dans tous ces éléments et donc relativement enrichi en magnésium. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'olivine et l'orthopyroxène restent dans le résidu et par contre, le clinopyroxène et le grenat est parti dans les produits de fusion. Et cette roche-là, donc appauvrie, on dit appauvrie, on l'appelle la harzburgite, et elle a un nombre de Mg plus grand que l'herzolite de départ, 91 en moyenne. Il y a des roches de nombre de magnésium encore plus élevé. Une densité plus faible, elle a perdu son fer, et on peut aller là dans les résidus, il y a toute une distribution de compositions possibles. On peut perdre tout l'orthopyroxène, etc. Et donc le cas extrême, c'est la dunite qui est composée d'olivine pure et qu'on trouve dans certains endroits, en particulier en Australie. Alors donc voilà, ça c'est le schéma général à retenir. Fusion partielle, produit de fusion enrichi en fer, en calcium, aluminium et sodium, résidus appauvris surtout en fer, ce qui donne une densité plus faible et qui pourrait expliquer donc la densité plus faible à laquelle on s'attend dans les racines continentales. Alors, bon, ici je montre quelques diagrammes qui, donc, à partir des données, vous avez ici la quantité de Al2O3, des oxydes d'aluminium et d'oxydes de magnésium dans des échantillons provenant de différentes péridotites, soit archéennes, protérozoïques et plus jeunes, phanérozoïques. Et vous voyez que ces distributions vérifient bien des enrichissements en magnésium, appauvrissement en aluminium. Et ici, la même chose, mais en ordonnée, vous avez le sodium également. Donc pour les régions plus anciennes, donc elles suivent donc des distributions qu'on peut expliquer assez bien avec un certain pourcentage de fusion partielle qui devient très grand ici. Si vous avez des lignes correspondant à différentes proportions de fusion partielle et aussi à différentes pressions, parce que bien sûr, il faut se placer dans des conditions, différentes conditions de pression et de température. Et vous voyez ici que pour ces très anciennes péridotites, la proportion de fusion partielle, on y reviendra, aura dû être très importante pour produire un tel appauvrissement en aluminium et en sodium. Alors, je voulais noter tout de même qu'il y a, à part donc, ces éléments majeurs, comme l'aluminium, le magnésium, le calcium, le fer, etc., il y a d'autres éléments incompatibles dans le résidu, donc qui partent avec les produits de fusion et qui sont importants. Donc, il y a en particulier les éléments radioactifs, essentiellement thorium, uranium et potassium. Et donc, l'essentiel de la radioactivité passe dans le produit de la fusion qui va former la croûte, et donc ce qui explique la concentration dans la croûte de ces éléments radioactifs. Il y a d'autres raisons aussi pour les concentrer dans la croûte, c'est que s'ils restaient profondément, ils chaufferaient la lithosphère ou le bas de la croûte, disons, et donc en la chauffant, il diminuerait sa densité et donc aurait tendance à faire remonter ces parties-là vers la surface, simplement par équilibre gravimétrique. Et l'autre élément, c'est l'eau, bien sûr.
dont on a beaucoup parlé à propos des racines dans les océans, enfin de la lithosphère et de la sténosphère dans les océans. La présence d'eau réduit, comme nous l'avons dit, la température du solidus, donc du début de la fusion partielle. Il peut le réduire jusqu'à 300 degrés Celsius à 100 km, et à plus grande profondeur, il peut encore le réduire d'une plus grande quantité. Et donc, il va favoriser la fusion partielle à grande profondeur. Et l'autre conséquence, c'est, comme on l'a aussi évoqué dans d'autres cours, dans d'autres leçons, il réduit la viscosité d'un facteur important qui peut aller de 20 jusqu'à plusieurs centaines. Et donc, le résidu de la fusion va être plus sec et plus visqueux. Donc, en plus de sa densité plus faible, de ses vitesses sismiques plus grandes, de ces températures froides, les racines lithosphériques, on s'attend à ce que les racines lithosphériques soient très visqueuses et sèches. Alors, ceci, c'est vérifié par des mesures de conductivité électrique. Dans ce diagramme un peu compliqué, on compare des mesures faites dans les océans, ici dans le Pacifique, en fonction de la profondeur. Ici, la conductivité électrique dans une échelle logarithmique. Donc pour l'océan Pacifique, ici, donc en rouge, cette courbe est répétée ici, et ici pour les mesurer dans les racines continentales, ici dans le bouclier canadien. Et donc ici en bleu, donc comparé au rouge, donc océan ici craton, répétés dans cette courbe-là, montrant et qui sont comparés donc aux mesures expérimentales. Ici, donc la référence, c'est les mesures de conductivité électrique expérimentale dans le cas d'une roche sèche, donc sans apport d'eau. Et ici, donc en vert et en jaune, des mesures. Oui, alors en vert, la même chose, mais pour une roche avec 10 puissance moins 3, donc en masse d'eau, contenant en masse d'eau 10 puissance moins 3 ou 1000 millionièmes d'eau. Et ceci dans le cas isotrope, et on avait évoqué la dernière fois, je crois, que dans le cas qu'il pouvait y avoir, quand il y avait anisotropie, la structure anisotrope en conductivité pouvait donner aussi des valeurs beaucoup plus grandes de conductivité dans la direction rapide. Et donc, ce qui est ici reflété par la position de cette courbe-là, par rapport à la courbe verte. Et donc, en comparant, on voit bien que dans les océans, on s'attend à ce que la sténosphère soit hydratée. Par contre, dans les continents, dans les racines continentales, donc racines de craton, les données semblent être relativement bien expliquées par la conductivité à laquelle on s'attend dans un milieu sec. Et donc ici, si on ajoute un peu d'eau, on passe... enfin, il y a quand même encore un petit peu d'incertitude, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a moins d'eau que dans le cas océanique. Alors, ici, c'est un résumé, encore une fois, des compositions, des contenus en oxyde d'aluminium et de calcium, suivant l'âge des continents. Et ici, donc, on voit un appauvrissement de plus en plus grand suivant l'âge de plus en plus ancien. Ici, on a un appauvrissement aussi bien en aluminium qu'en calcium aux âges archéens, et progressivement, plus on va vers les provinces plus jeunes, on voit donc une diminution de cet appauvrissement ou un enrichissement, si vous voulez. Et ici, tout au bout, on a le manteau primitif qu'on peut assimiler à la sténosphère
océanique. Alors encore un diagramme, cette fois on a vu l'aluminium et le calcium, ici c'est donc encore ce nombre Mg, donc le rapport entre la quantité de magnésium sur la quantité de magnésium plus celle de fer, et on compare ici, donc c'est la proportion relative qui est mesurée en termes de probabilité dans les péridotites archéennes et protérozoïques ici, et dans les péridotites plus jeunes, donc de l'époque phanérozoïque. Et vous voyez que ces proportions sont décalées avec des nombres Mg beaucoup plus élevés en moyenne dans les régions les plus anciennes, d'âge les plus anciens, et dans les régions plus donc dépassant 0,92, 0,93, allant jusqu'à 0,95, et dans les zones plus jeunes, elles sont plutôt centrées sur 0,90, 0,91 en nombre Mg. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Bon, d'abord, pour avoir des appauvrissements aussi forts dans les péridotites archéennes, celles qui ont donc des nombres Mg supérieurs à 0,92, elles doivent être le résidu d'une fusion partielle très importante, de l'ordre de 30 à 50% par rapport à un manteau de référence, et aussi à des températures assez élevées, 1500 à 1700 degrés Celsius. Ça, c'est la première conclusion. On estime aussi les pressions auxquelles cette fusion partielle a eu lieu. Bon, ça dépend de la quantité de grenat contenue, mais on estime que s'il n'y avait pas de grenat au moment de la fusion partielle, ces pressions seraient de l'ordre de 4 à 5 donc milliards gigapascales, mais on n'est pas sûr que le grenat n'existait pas au départ, parce qu'il aurait pu aussi complètement disparaître si le degré de fusion partielle était extrême. Et donc on pourrait avoir des pressions initiales encore plus importantes, et donc ces péridotites auraient pu être formées donc à ces pressions-là. Mais encore une fois, il subsiste des doutes parce qu'elles auraient pu être formées à pression plus faible et ensuite être déplacées au cours du temps à plus grande profondeur. Donc bien sûr, il reste pas mal d'incertitudes. Par contre, ce qui est clair, c'est que les péridotites plus jeunes, d'époque phanérozoïque, correspondent à un degré de fusion partielle beaucoup moindre, moins de 30%, et à des températures moins élevées, de l'ordre de 1300 à 1500 degrés. Donc il y a une différence importante entre les deux, comme reflété dans ce diagramme. Alors, bon, on a avancé une hypothèse de formation de la lithosphère archéenne, et j'en reparlerai à la fin de cette leçon, qui aurait été formée par fusion partielle dans des gros panaches mantéliques chauds, et qui permettrait une fusion commençant à assez haute pression et qui donnerait beaucoup de fusion partielle au moment où ils arriveraient à des profondeurs faibles. Donc ça, c'est une hypothèse, nous en verrons d'autres. Il y a un débat important sur la question parce que beaucoup des autres caractéristiques de la lithosphère archéenne peuvent aussi être expliquées par fusion à basse pression. Donc un débat à l'heure actuelle. Alors, quelles sont les conséquences de cette fusion partielle sur les caractéristiques de la lithosphère continentale? Donc, cette péridotite est appauvrie, donc appauvrie en certains éléments, en particulier en fer. Elle est moins dense donc, que celle qui est plus fertile, à la même température. On a une réduction de la proportion de grenat et une augmentation du rapport Mg sur Fe. Et ceci peut donner jusqu'à 2% de réduction de densité à une température donnée. Et donc, ce qui pourrait donc donner une explication très simple au fait que la lithosphère continentale subsiste et flotte de manière stable, disons, au-dessus des continents. Par contre, il subsiste quand même une question, c'est que cet appauvrissement a peu d'effet sur les vitesses sismiques, les vitesses S et les vitesses P.
on arrive à expliquer une augmentation de ces vitesses, mais pas au point auquel elles sont mesurées, donc les très fortes valeurs des vitesses sismiques dans les cratons. Donc, là, il subsiste vraiment une question fondamentale pour essayer de réconcilier ces observations un peu divergentes. Alors, ce qui a été proposé récemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça me paraît être une hypothèse intéressante que je voulais vous présenter un peu, c'est qu'il pourrait y avoir une contamination par métasomatisme des mesures qu'on fait actuellement et qu'on n'aurait pas vraiment d'échantillons ou de suffisamment d'échantillons de lithosphère vraiment d'âge archéen. Alors, donc l'idée, c'est que la composition estimée de la lithosphère archéenne est donc celle de l'herzéite appauvri avec une forte proportion d'olivine et d'eurythropyroxène et moins de clinopyroxène et de grenat. On ne peut pas expliquer les vitesses sismiques, ça c'est le point que je viens de dire, mais ces mesures pourraient être biaisées parce qu'elles pourraient représenter surtout des roches, préférentiellement des roches qui proviennent des marges des blocs lithosphériques archéens, où pour une raison ou pour une autre, on aurait plus d'échantillons et que ces marges pourraient être affectées par métasomatisme et donc donner des produits de vitesse sismique plus faible. C'est une hypothèse avancée par Griffin il y a quelques années. Pour aller chercher la lithosphère archéenne d'origine, il faudrait aller chercher des compositions encore plus appauvries, des arxburgites jusqu'au dunite. Je vous rappelle, la dunite, c'est de l'olivine pure, et encore plus appauvrie en fer, et qui pourrait satisfaire mieux les données sismiques et peut-être les données de gravité, mais qui sont très peu échantillonnées. Alors, cet auteur propose que la lithosphère d'origine archéenne vraiment représentative pourrait ressembler à celle qu'on prélève en Norvège de l'Ouest sur des peu d'échantillons et qui présente une densité similaire aux autres échantillons, mais avec des vitesses sismiques plus élevées. Et d'une part, ça montrerait un biais dans l'échantillonnement qu'on a actuellement de ces roches d'époque archéenne, mais aussi, ça pourrait aussi avoir une autre conséquence importante, c'est qu'il y aurait une différence importante entre le manteau archéen lui-même et les régions affectées plus tard par métasomatisme, qui pourrait aussi être l'indication d'un changement de régime de convection et de tectonique entre l'archéen et les ères plus récentes. Alors pour appuyer cette thèse, voici quelques figures de l'article de Griffin. Ici, nous sommes en Afrique. Donc ça, c'est une carte montrant l'Afrique avec une carte à profondeur entre 100 et 175 km de profondeur, donc dans la lithosphère ou la sténosphère suivant qu'on est dans le continent ou dans l'océan. C'est une carte tomographique donc, de vitesse sismique de cisaillement. Alors, elle est malheureusement, l'échelle de couleur est inversée par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. D'habitude, on montre les régions de vitesse rapide en bleu et les régions de vitesse lente en rouge. Ici, c'est l'inverse. Donc, vous avez ici en rouge et blanc les régions de vitesse les plus rapides, ici jusqu'à... ici, c'est en pourcentage de vitesse par rapport à la moyenne, mais qui correspondrait jusqu'à 4,9 km par seconde en valeur absolue, et qui correspondent bien aux cratons, aux régions les plus anciennes, donc des cratons africains. Par contraste, vous avez ici la zone de la mer Rouge avec des vitesses très lentes, et puis bien sûr en bleu, les océans, ici la dorsale médio-atlantique. Et alors, donc ça c'est une carte tomographique. On fait un zoom ici en Afrique du Sud et c'est cette carte-ci. Donc c'est encore une fois une distribution des vitesses sismiques en pourcentage par rapport à la moyenne, avec le rouge correspondant aux vitesses les plus rapides et le bleu aux vitesses les plus lentes. J'aurais bien aimé pouvoir vous refaire cette carte pour ne pas mener à confusion, mais
ce n'était pas possible. Et donc, vous voyez qu'ici, donc, en Afrique du Sud, vous avez toutes les localités des kimberlites, donc de ces tuyaux de volcanisme où on a récupéré les zénolites, les zircons, etc. Et les zones marquées avec des cercles plus épais sont des zones où les échantillons qui ont été prélevés ont pu être analysés vraiment très complètement, beaucoup mieux caractérisés qu'aux autres endroits. Et donc on voit que tous ces prélèvements correspondent au bord des régions de vitesse les plus rapides, donc peuvent faire penser qu'ils ne sont pas représentatifs de ces zones-là. Et donc que ces zones-là pourraient non seulement être encore plus rapides, mais aussi être plus appauvries que ces échantillons bien caractérisés. Alors, donc, une dernière figure correspond à cette étude, montrant ici là, le nombre mg, donc le rapport mg sur mg plus FE, en fonction d'une part en haut de la quantité d'olivine et en bas de la quantité d'orthopyroxène, dans un nombre d'échantillons prélevés dans le monde entier, d'époque récente, c'est ceux avec le T, ça vient pour tectonique, P pour protérozoïque et puis A pour archéen. Et donc on voit dans les deux courbes, dans les deux graphiques, ici entouré en rouge, la composition correspondant aux arburites de Norvège et celle du Groenland, marquée par les symboles A5 et A7, ici et là. Et ce qui s'appelle 9, A9, c'est cette composition primitive archéenne proposée par cet auteur, qui serait donc très proche de cette composition-là, et qui, comparativement aux autres échantillons, qu'ils soient archéens, protérozoïques ou même tectoniques, bien sûr, sont encore plus appauvris en fer et enrichis en olivine ici, et appauvris en orthopyroxène. Donc une hypothèse à considérer que je trouve assez intéressante, mais encore débattue. Alors, donc, ça c'est pour la composition donc, et les caractéristiques de la lithosphère continentale en moyenne. Maintenant, voyons, nous allons maintenant passer à disons, est-ce qu'on peut aussi définir des domaines en profondeur. On a regardé un peu dans la position horizontale, hein, les régions les plus vieilles et les régions un peu plus jeunes, comment ça se définit, quelles sont leurs caractéristiques différentes. Mais maintenant, à l'intérieur donc, de la lithosphère continentale, est-ce qu'on peut définir aussi une stratification? Donc on va parler beaucoup de stratification. Alors d'abord, stratification de composition. Il apparaît que, peut-être pas dans tous les cratons, mais qu'il y aurait une stratification aussi verticale dans la composition chimique. Alors ceci, on va peut-être se focaliser sur l'un de ces diagrammes, c'est pour différents cratons, ici en Sibérie, ici au Canada, le Slave Craton au Canada, protérozoïque ici en Sibérie, et comparé donc à une région plus jeune ici à l'est de la Chine. Vous voyez ici, donc, dans cette province du Slave au Canada, ce qu'on voit ici, c'est que dans la partie moins profonde, donc jusqu'à environ 150 km de profondeur, vous avez une proportion beaucoup plus grande de roches appauvries, ici, qui sont indiquées par la couleur jaune et grise, donc l'herzolite appauvrie et harzburgite appauvrie, alors qu'à profondeur plus grande, vous avez donc des compositions plus enrichies, l'herzolite plus fertile et péridotite peut-être affectée par le métasomatisme. Ceci est vrai, est très frappant donc ici au Canada, avec une limite assez franche, mais est aussi vrai dans une certaine mesure en Sibérie, où vous voyez une augmentation, mais peut-être plus progressive avec la profondeur, de l'enrichissement, de la proportion de roches plus enrichies. La même chose ici en Sibérie, mais tout est déjà plus enrichi. C'est une province d'âge protérozoïque. Et par contre, donc, dans l'est de la Chine, on n'a pas cette composition
appauvri. Donc peut-être une stratification très nette en couches au Canada, peut-être moins marquée en couches dans d'autres cratons. Ces mêmes auteurs ont cartographié cette composition en fonction de la profondeur, provenant des zénolithes et zénocristes. Ici, c'est dans le craton canadien. Donc ça, maintenant, on va se focaliser sur le continent nord-américain. D'ailleurs, je vais continuer à parler surtout de ce continent. Le continent nord-américain a été très étudié, aussi bien sûr l'Afrique du Sud et l'Australie, mais comme je travaillais moi-même pas mal sur le continent nord-américain, nous allons illustrer les propos qui suivent par cet exemple. Alors donc, toujours pour ce qui est de la géochimie, donc de la pétrologie, de la composition, vous avez ici tous ces points, tous ces points noirs et blancs correspondent à des kimberlites dans le continent nord-américain. Et donc ces auteurs ont tracé une espèce de zigzag qui passe par ces différents points d'échantillonnage de la lithosphère au point de vue de sa chimie. Et ils ont représenté ça sur une carte qui montre des vitesses sismiques obtenues par tomographie. Alors ici, ils montrent uniquement les régions de vitesse qui correspondraient à des vitesses les plus rapides à 100 et 150 entre 100 et 200 km de profondeur. Alors ici, c'est ce même profil, mais redressé, pour qu'il soit plat. Et donc, où vous avez, en partant du sud, ici, et en allant vers le nord, vous avez, en fonction de la profondeur, une espèce des courbes lissées. Donc, c'est les points d'échantillonnage et ensuite raccordés les uns aux autres par des courbes. Qui montre la proportion, donc le nombre mg, donc ces nombres 90, 92, 93, ce sont les horizons d'égal nombre mg le long de ce profil en zigzag, et qui donc reflètent bien cet appauvrissement plus grand à faible profondeur, ici les couleurs blanches, et donc un enrichissement aux plus grandes profondeurs, ici avec les couleurs les grisées plus foncées. Le long de ce profil, un peu partout, il y a des différences latérales nettes. Et alors la courbe d'en bas montre les vitesses sismiques correspondantes, mesurées donc à partir, prises sur un modèle tomographique. Et donc ce sont ces points-là. Et vous voyez donc des vitesses qui augmentent. Et ça, c'est je crois, à 150 km de profondeur. Vous voyez des vitesses qui augmentent plus on entre dans le craton. Ici, on est dans la partie est, la plus sud-est des États-Unis, qui est ici caractérisée comme déjà jeune, le tecton, et par contre des vitesses très rapides dans le reste du craton. Et la courbe en pointillé indique les vitesses qu'on pourrait obtenir à partir de cette distribution de composition, donc en prenant les résultats expérimentaux sur les vitesses sismiques de ces différentes compositions. Et on voit, et ceci pris à température constante, on voit un plutôt bon accord entre ces vitesses sismiques ici dans le craton et les vitesses observées sismiquement, et les courbes s'écartent bien sûr dans les régions tectoniques. C'est encore à voir exactement pourquoi. Alors, je vais passer un peu de temps à vous présenter un peu l'histoire du continent nord-américain, assez rapidement, simplement pour remettre ça, pour, introduire une nouvelle notion, c'est la notion des cycles de Wilson, donc des cycles successifs pendant lesquels les océans se sont fermés, en particulier l'océan Atlantique, où les masses continentales se sont rassemblées dans un supercontinent,
et ensuite elles se sont dispersées de nouveau pour donner des continents séparés, et ensuite réassemblées et reséparées, certainement plusieurs fois, au moins 2 ou 3 fois au cours des temps géologiques. Alors c'est très bien documenté dans le cas du continent nord-américain. Ici, vous avez les provinces archéennes, dont la croûte est d'âge plus grand que 2,5 milliards d'années, et telles qu'elles sont préservées donc, dans le continent nord-américain, donc au Canada, et avec quelques provinces ici aux États-Unis. Donc ça, c'est 2,5 milliards d'années, c'est ce qui reste. Ensuite, on a donc des roches entre ces éléments les plus anciens qui sont d'âge un peu moins ancien, de l'ordre de 2 à 1,6 milliard d'années, et qui correspondent, selon les géologues, à des périodes d'accrétion et de collision entre masses continentales. En particulier, je voulais attirer votre attention sur cette région ici courbée, en arc ici, qui correspond à l'orogénie de Trans-Hudson et qui est citée en exemple d'anciennes zones de collision et d'orogénie, donc de surrection des montagnes, qui ressembleraient à la collision continentale actuellement, qui a lieu actuellement dans l'Himalaya, donc la collision entre l'Inde et l'Eurasie, qui donne lieu aux montagnes de l'Himalaya et au plateau tibétain par derrière. C'est donc en particulier la forme en arc est très similaire, et donc on pense que ce qui s'était passé à l'époque ressemblait peut-être à des processus actuellement en œuvre en Inde. Ensuite, d'autres régions, toujours à peu près à la même époque, ont contribué à l'augmentation de la zone ici cratonique, l'augmentation de la surface de cette zone par le sud-est. Ensuite, ont succédé d'autres orogénies. Ici, une orogénie importante, celle de Grenville, qui est datée à 1,3 à 0,9 milliards d'années, et qui a donné lieu à... bon, ça c'est une partie, mais c'est une partie du supercontinent appelé Rodinia. Donc, encore une fois, avec une augmentation ici par l'est, et certaines autres modifications de la lithosphère de cette région. Je noterai en particulier que, on pense que comme conséquence de ces collisions, de ces zones de compression, il y a eu une zone d'extension au milieu du continent qui a donné lieu à un système de rift qu'on appelle le rift médio-continental, qui est indiqué ici par la couleur mauve et qui aurait eu lieu entre 1,2 et 1 milliard d'années. Alors ensuite, l'étape suivante, donc Rodinia, c'est un premier supercontinent. Ce supercontinent a subi ensuite a été cassé en morceaux, et en particulier c'est l'ouverture de l'océan, la première ouverture de l'océan Atlantique, qui est encore préservée dans la géologie par la présence de rifts ici sur la bordure est du... Alors, à l'époque, ce n'était pas l'océan Atlantique, c'était l'océan Iapetus, le proto-océan Atlantique, le premier. Ensuite, celui-ci, bon, ça c'est juste pour montrer que dans ces reconfigurations de continents, certains morceaux peuvent voyager très loin. Ici, à l'époque d'environ 500 millions d'années, on a un morceau de ce continent-là qui s'est détaché et qui est allé se positionner en Argentine, donc qui a voyagé assez loin. D'autres, ce sont des phénomènes qu'on rencontre assez souvent, des morceaux de continents qui viennent de très loin s'agglutiner dans d'autres parties
du monde. Et donc maintenant, on va se concentrer un peu sur la côte est des États-Unis. Vous avez ici la Floride, le golfe du Mexique, l'océan Atlantique. Donc on a la succession, comme bien gardée dans la géologie, de la formation du supercontinent rhodinien, ensuite l'ouverture de l'océan Iapetus, le premier océan, le proto-océan Atlantique, ensuite reconstitution d'un supercontinent mieux connu, celui de Pangée, vers 300 millions d'années, et l'ouverture de l'océan Atlantique actuel, qui a commencé autour de 160 millions d'années, la partie nord de l'océan Atlantique. Alors, on regarde un petit peu de détails, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais donc d'abord la construction du supercontinent rhodinien qui a affecté la zone rose ici, au bord donc, des plus anciennes provinces du continent nord-américain. Ensuite, la destruction du supercontinent et l'ouverture de l'océan Iapetus avec des marques de rift importantes dont certaines traces subsistent actuellement sur le continent. Ensuite, la construction de nouveau, refermeture de l'océan et construction du supercontinent Pangéa, et qui est marquée par l'érection des Appalaches, et donc ces régions bleues ici. Et finalement, il y a 160 millions d'années, le démantèlement de Pangée, et en particulier l'ouverture de l'océan Atlantique, qui donc a commencé ici près de la bordure est du continent et ensuite donné lieu à l'océan Atlantique actuel, où vous voyez les âges les plus anciens correspondant à ces régions près du continent, et les âges les plus jeunes actuellement donc, correspondent à la dorsale médio-atlantique. Alors, nous allons continuer donc, sur le continent nord-américain. Ça, c'était simplement un prélude pour voir les grandes unités géologiques. Mais maintenant, nous allons nous intéresser à comment elles se reflètent dans la structure du continent, la structure profonde telle qu'elle est vue par la sismologie. Alors, je vais vous montrer des résultats récents de notre équipe, en fait, où ici, donc, on nous a fait une tomographie, un modèle tomographique. Les modèles tomographiques peuvent toujours être améliorés, donc c'est l'itération courante actuelle de notre tomographie. Ici, vous avez la carte géologique, une autre façon de voir la carte géologique du continent nord-américain avec ses parties les plus anciennes, archéennes et donc protérozoïques anciennes. Les marges ici, en rouge, sont les marges du craton définies par la croûte. En fait, en pratique, pour ce qui est de la lithosphère, la marge du craton, elle est ici le long de des montagnes rocheuses, ce qu'on voit dans les modèles tomographiques. Donc c'est une tomographie qui est basée sur l'utilisation de sources sismiques qui sont marquées ici par les étoiles. Donc il y en a le long de l'océan Atlantique, il y en a ici donc le long de la zone de subduction centra-américaine, en Californie, ici au Canada et en Alaska, et quelques événements qui ont eu lieu dans les dernières années, des événements de pas très grande magnitude, ceux-ci de l'ordre de magnitude 4 à 5 dans les États-Unis. Il y a maintenant un réseau de stations, ici vous voyez tout est noir, tout ça ce sont des stations sismiques sur le continent nord-américain qui proviennent d'un projet dont je vous ai déjà parlé, le projet EarthScope, qui fait traverser le continent nord-américain progressivement par un ensemble de 400 stations large bande sismiques qui restent à un endroit donné pendant un peu plus d'un an et qui progressent de l'ouest vers l'est. Ils arrivent actuellement, ils ont commencé en 2007 et ils arrivent maintenant à la limite est du continent nord-américain. Quand ils auront fini, ils iront en Alaska. Alors, donc on a exploité toutes ces données, ça donne beaucoup de trajets qui illuminent la structure de la lithosphère et de la sténosphère dans cette région. Et ce qui est intéressant, je vais juste vous montrer une coupe
le long de cet axe AA', donc qui traverse le craton et ensuite à l'est des régions de plus en plus jeunes, marquées par ces orogénies successives, ces fermetures et ouvertures de l'océan, comme je vous l'ai indiqué. Et donc ici, on voit, donc là j'ai répété la carte géologique avec ces grandes unités, et donc la coupe suivant laquelle on va regarder en profondeur. Donc ici, c'est la surface, en commençant au nord-ouest, ici, au point A, et en allant vers le sud-est, et en fonction de la profondeur. Et ce sont les vitesses, en haut, ce sont les vitesses de cisaillement, donc les vitesses sismiques, et en bas, c'est l'anisotropie radiale correspondante. Alors, regardons la carte du haut d'abord. On voit en bleu, maintenant on retourne à l'échelle des couleurs d'origine, c'est-à-dire vitesse rapide plus en bleu, vitesse plus lente en couleurs blanche, jaune et rouge. Vous voyez donc la signature de la lithosphère continentale très épaisse ici, dans la partie cratonique, donc des épaisseurs de l'ordre de 200 km. Et dans les bordures est, vous voyez ces blocs ici séparés par des zones de vitesse beaucoup plus lente, des blocs qui ne sont pas aussi épais que la lithosphère du craton lui-même et qui reflètent bien la construction d'âges différents et donc, tout ce qui s'est passé au point de vue tectonique dans cette partie est du continent nord-américain qui est considérée tout de même comme stable. Elle ne fait pas partie des régions tectoniques comme le sont actives, comme le sont les régions de l'ouest américain. On voit que les zones de collision, comme ici c'est la Trans-Hudson Orogeny dont je vous ai parlé, donc cette orogénie de Trans-Hudson, et le Mid-Continental Rift, le rift médio-continental. D'autres rifts ici sont marqués par des vitesses très lentes dans les premiers 100 km de profondeur. Ce qui est encore plus frappant, c'est la carte d'anisotropie radiale. Donc l'anisotropie radiale, c'est encore une fois la différence entre les vitesses des ondes polarisées horizontalement et les ondes polarisées verticalement. Quand c'est bleu, ça veut dire que les ondes polarisées horizontalement se propagent plus vite que les ondes polarisées verticalement. En général, c'est la marque d'un écoulement horizontal, et l'inverse, c'est plutôt la marque d'un écoulement vertical. C'est très simplifié, mais disons qu'au premier ordre. Et vous voyez que dans cette carte, on voit très bien la marque des zones de collision, ici en particulier cette zone de Trans-Hudson Origin, et ces zones de collision plus récentes marquées par une anisotropie radiale différente, avec VSV plus grand que VSH, et qu'on interprète en termes de marques de fossiles de cisaillement qui auraient eu lieu pendant ces orogénies, qui auraient donc entre les limites des différents blocs. Alors, continuons sur la stratification de la lithosphère continentale. On a parlé de pétrologie, de stratification en pétrologie. Je vous rappelle cette carte que je vous ai montrée. Mais on va maintenant rajouter la sismologie et un peu de géodynamique pour terminer. Ici, je vous rappelle cette carte avec les différentes provinces, les cratons avec leur vitesse très rapide et peut-être une indication de certaines variations à l'intérieur de la lithosphère avec la profondeur, avec peut-être un maximum de vitesse ici vers 100 km de profondeur. Alors regardons ça en plus de détails. Avant de passer à cette stratification, je vais mentionner d'abord une étude qui a été surprenante au moment où elle a été publiée, il n'y a pas très longtemps, en 2009. C'est une étude qui porte le titre de quelle est l'épaisseur de la lithosphère, donc quelle est la profondeur de la LAB, la Lithosphere-Asthenosphere Boundary, la limite entre la lithosphère et la sténosphère, dans le monde entier, caractérisée par ces fonctions récepteurs, donc les ondes converties. Donc je vous rappelle, ces ondes de volume qui, quand elles arrivent à une discontinuité, peuvent se convertir d'S en P ou de P en S. Et on peut, à partir de la comparaison des ondes directes et des ondes converties,
en déduire la profondeur et d'autres particularités de ces interfaces qu'elles ont rencontrées. Alors ici, elles ont utilisé les ondes converties SAP. Et dans leur carte, vous voyez, ils dressent une carte de la profondeur de la LAB, la limite lithosphère-asténosphère, qui donc est plus faible dans les océans que dans les continents, ce qui n'est pas étonnant. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que nulle part dans le monde, d'après cette carte, l'épaisseur de la lithosphère continentale ne dépasse de l'ordre de 120 km. Alors ça, pour les tomographes qui sont habitués à voir ces cartes en 3 dimensions basées sur la tomographie, c'est tout à fait, c'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la limite lithosphère-asténosphère à ces profondeurs faibles. La lithosphère est certainement plus épaisse que 100 ou 120 km. Elle doit dépasser 200 km dans les régions cartoniques. Ça se voyait très bien dans cette coupe, ici par exemple, vous voyez cette coupe du continent nord-américain. Bon, ça c'est notre travail, le dernier travail, mais c'est tout à fait en accord avec les travaux d'autres auteurs. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que la lithosphère continentale est stratifiée et que ce qu'ils ont observé, ce n'est pas la limite lithosphère-asténosphère, c'est une limite très brutale au milieu de la lithosphère, donc une limite médio-lithosphérique, donc qui correspondrait à une stratification de la lithosphère. Alors, je vais vous en montrer une autre manifestation basée sur l'anisotropie. Alors, nous revenons encore une fois au continent nord-américain avec disons, les limites de son craton archéen et protérozoïque, et nous allons regarder plusieurs coupes. Donc, une coupe à A' comme on a vu un peu précédemment, c'est pas tout à fait la même, une coupe dans ce sens-là, et puis une coupe qui va suivre, encore une fois, les lieux de ces kimberlites pour lesquels on avait vu une coupe géochimique, une coupe sur la composition des roches. Alors, c'est l'étude que je vous présente, c'est une étude aussi dans notre équipe sur les variations avec la profondeur de l'anisotropie azimutale, sismique azimutale. Donc, l'anisotropie qui montre des directions différentes d'axes rapides dans le plan horizontal. Alors ici, vous avez sur fond d'une carte d'épaisseur de la lithosphère obtenue dans le même travail, qui montre donc des épaisseurs supérieures à 200 km. Bon, là, ici, l'échelle de couleur n'est pas du tout traditionnelle. Des épaisseurs plus grandes donc dans le craton et beaucoup moins épaisses tout autour, surtout dans la partie tectonique ici de l'ouest américain. Et alors, ici, on a cette coupe. Ici, la flèche jaune indique la direction absolue de la plaque nord-américaine. C'est important comme référence. Et le long de cette coupe ici, qui va de régions très anciennes jusqu'à des régions plus protérozoïques et encore plus jeunes, paléozoïques ici vers A', on a en fonction de la profondeur, ce qui est montré ici, c'est la direction de l'axe rapide de l'anisotropie par rapport à la direction du mouvement absolu des plaques. Donc c'est une façon simple de représenter les variations de la direction de l'axe rapide en fonction de la position horizontale et de la profondeur. Et quand c'est rouge, ça veut dire que la direction est à peu près la même que celle de la direction de la plaque, et quand c'est bleu, c'est une direction plus ou moins orthogonale. Et vous voyez, bon, ici, ce sont des profils, je ne vais pas entrer dans les détails, qui montrent sous des stations particulières quelles sont les variations de différents paramètres, l'axe, direction de l'axe rapide, la vitesse des S, mais regardons surtout cette carte, on voit apparaître 3 domaines. 2 domaines que l'on pense être dans la lithosphère, ce sont les domaines au-dessus de cette ligne en pointillé noir qui représenterait la limite lithosphère-asténosphère, à peu près profondeur à peu près constante dans le craton, et une limite qui s'est située au milieu de la lithosphère et qui correspondra à un changement de direction très rapide, enfin très rapide dans ce genre d'études, on est à plus ou moins 20 km de résolution en profondeur,
mais on voit que la direction d'axe rapide change d'une direction plutôt dans la direction de la plaque actuelle, ça c'est peut-être une coïncidence, vers une direction assez différente. Et ensuite, à la limite lithosphère-asténosphère, on rechange de direction vers la direction de l'axe rapide, ce qui s'accorde avec l'idée qu'on est dans la sténosphère et que cette anisotropie reflète le mouvement actuel de la plaque. Alors, ceci, c'est donc cette coupe A'. On regarde sur l'autre coupe BB' ici, qui est donc la coupe en dessous. On voit la même chose, on voit ces trois couches. Ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que ce premier domaine a des variations de profondeur très importantes. Il s'atténue, il disparaît vers les régions plus jeunes. On le voit aussi bien dans la coupe A' que dans la coupe BB', où en fait on arrive ici à des zones plus jeunes et on perd cette couche ou ce domaine le moins profond. Alors, si on rajoute maintenant la coupe suivant les localisations des kimberlites, que je vous avais déjà montré, et ça donne ceci. On retrouve les trois domaines avec des directions différentes de l'axe de vitesse rapide de l'anisotropie. Et en fait, je montre celui-ci parce que cette limite entre le premier et le deuxième domaine en profondeur correspond assez bien à une limite de pétrologie correspondant à donc, un domaine qui serait beaucoup plus appauvri en fer, avec donc un nombre Mg qui serait de l'ordre, bon, là, ici c'est marqué FO, mais c'est la même chose que le nombre Mg, de l'ordre de 92 à 93, donc des régions très appauvries. Voilà. Alors, encore d'autres remarques intéressantes. Ici, c'est l'épaisseur de ce premier domaine qui est donc reportée ici sur la carte, donc qui varie en profondeur de manière importante, entre 60 km et 160 km ici au centre. Les régions qui correspondent aux épaisseurs les plus grandes semblent correspondre à ces régions de collision continentale très importantes à l'Archéen. Il y en a une ici, il y en a une là. Par contre, les régions d'épaisseur moins épaisse semblent correspondre à la région du rift médio-continental. Donc ce domaine, donc, ce premier domaine, cette première couche de la lithosphère aurait été, semblerait refléter une activité tectonique datant de l'Archéen, comparée ici à l'épaisseur de la lithosphère qui, elle, dans tout le craton, est à peu près constante, enfin à plusieurs dizaines de kilomètres près, mais tout de même relativement constante par rapport à celle-ci. On voit bien la limite ici du craton actuel tel qu'il est dans la lithosphère, qui correspond aux montagnes rocheuses, avec ici l'ouest et l'océan, donc région plus tectonique. On peut comparer aussi avec ici la carte géologique que je vous ai montrée précédemment, où on voit que cette région où existe cette première couche correspond bien aux limites, plus ou moins bien, aux limites de la croûte d'âge le plus ancien. En fait, ça devrait être 2,5 milliards d'années ici. Une autre observation intéressante, c'est que les directions de ces vitesses rapides, qui sont indiquées ici par les barres bleues, avec aussi l'amplitude de l'anisotropie correspondante, dans cette couche, donc ici on est à 50 km, on est en plein dans cette première couche, correspondent assez bien aux zones de suture principales, donc datant de l'Archéen. On voit ici, on le voit très bien dans nombreuses régions. Et donc, encore une fois, nous conforte dans l'idée que cette anisotropie dans ces domaines de profondeur-là, cette anisotropie sismique, donc garde l'empreinte de ces phénomènes tectoniques très anciens dans la lithosphère. Et donc, voilà, encore une fois. Donc, oui, alors ça,
Bon, il y a encore un autre point ici pour ceux qui affectionnent ce genre de choses, c'est que bon, la direction est plus ou moins parallèle à la direction de la plaque sous la lithosphère, ça on le conçoit bien, mais elle est aussi plus ou moins parallèle en moyenne à cette direction dans la lithosphère. Alors on pourrait se demander pourquoi dans la lithosphère. Bon, ça correspond à la direction des sutures, mais ça peut être tout à fait fortuit ou ça peut avoir une signification plus importante dans la mesure où, enfin, dans le sens de la construction du continent nord-américain et de ces différentes périodes d'accrétion et de collision qui auraient pu donc avoir lieu dans des directions particulières qui pourraient être référées à ce qu'on voit actuellement. Mais bon, par contre, dans la couche 2, on a des directions perpendiculaires à la direction de la plaque actuelle qui peuvent s'expliquer en termes de présence, enfin, d'ajout de cette couche qui serait donc plus jeune par des phénomènes de subduction et d'accrétion qui seraient donc qui seraient d'orientation est-ouest, parce qu'on observe dans les originiers actuels, dans les zones de montagne, dans les zones de collision, l'anisotropie azimutale s'oriente le long de la chaîne de montagne, donc perpendiculairement à la compression, à la direction de la compression. Et on peut concevoir que, donc, encore une fois, que cette seconde couche aurait été formée au cours des temps dans les diverses ouvertures et fermetures de l'océan Atlantique qui se sont faites, au moins les deux dernières, dans des directions similaires, donc l'ouverture et fermeture est-ouest et direction de la compression et de l'extension nord-sud. Alors oui, pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une controverse sur l'interprétation des données de splitting de SKS, donc les données qui nous renseignent aussi sur l'anisotropie azimutale. Il y a eu une controverse vraiment très, très importante dans la littérature entre différents auteurs. Les uns préconisaient que ce qu'on observait dans le splitting des SKS reflétait l'anisotropie donc gelée dans la lithosphère, l'anisotropie d'origine, donc préservée dans la lithosphère depuis sa formation, et d'autres qui préconisaient que ce qu'on observait dans les splitting des SKS reflète l'écoulement actuel dans l'asténosphère. En fait, il se trouve qu'ils ont tous les deux raison, puisque donc, si on conçoit un modèle en couche ici, on a bien en moyenne une direction préférentielle SKS qui va s'orienter dans la direction de la plaque actuelle, mais qui représente le mouvement actuel des plaques sous la lithosphère, et la couche superficielle, elle, est liée plutôt donc, aux directions fossiles. Donc on arrive à réconcilier ces deux points de vue. Alors, alors revenons à ces observations de Reichert et Scherrer sur cette épaisseur de lithosphère qui serait de 100 km sous les continents. En fait, il se trouve que ce n'est pas la limite de la lithosphère-asténosphère qu'ils observent, mais une limite médio-continentale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette limite, dans le craton, se trouve à peu près à la même profondeur que la limite lithosphère-asténosphère dans les zones tectoniques et dans les océans. Alors ici, voici une coupe est-ouest à travers le continent nord-américain avec ces diagrammes donc, en fonction de la profondeur à partir des ondes converties, montrant les horizons détectés, les discontinuités détectées. Alors en bleu, celles qui correspondent à des vitesses qui augmentent avec la profondeur. En rouge, celles qui correspondent à des vitesses qui diminuent avec la profondeur. On voit donc ici, c'est la limite croûte-manteau, le MOO, ici en bleu, on le voit bien partout. Et ici, cette limite qui correspondrait à une diminution de la vitesse en fonction de la profondeur et qui se trouverait lors de 100 km de profondeur et qui avait été interprétée par ces auteurs comme étant la limite de lithosphère-asténosphère, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ici, c'est la limite lithosphère-asténosphère dans l'ouest des États-Unis, mais dans le craton,
c'est une limite médio-lithosphérique, mid-lithospheric discontinuity. Quand on superpose à ces données un modèle tomographique, on voit bien que les racines des continents sont tout de même plus épaisses d'une centaine de kilomètres. Alors, bien sûr, on se pose la question de la nature de cette... Qu'est-ce que c'est que cette discontinuité médio-continentale? En fait, pour l'instant, on n'a pas une solution définitive. Nos études suggèrent que c'est une limite entre des couches de composition chimique différentes, dont celle du haut pourrait représenter une lithosphère datant de l'Archéen, et celle du bas serait une couche qui aurait été rajoutée par la suite dans un contexte tectonique plus proche de celui actuellement. Ces observations de discontinuité médio-lithosphérique en fait existent aussi à partir d'autres méthodes. Ici, ce sont des profils sismiques de grande longueur qui ont été faits par des sismologues au cours des années, beaucoup en Sibérie et dans le continent nord-américain. Ce sont des longs profils, en général avec des sources non naturelles, dont des explosions, et qui permettent des explosions assez fortes en fait sur ces profils sibériens, qui permettent d'imager la lithosphère jusqu'aux profondeurs de la lithosphère, en enregistrant des ondes réfractées et réfléchies dans la lithosphère. Donc en fait, on obtient des profils comme ça. Ici, c'est un dans les années 60 aux États-Unis, où vous voyez donc en fonction de la distance de la source sismique, qui est donc une source artificielle pour une fois, et donc ici en milliers de kilomètres, si vous avez aligné les sismogrammes observés, et vous voyez donc les premières arrivées, donc c'est des ondes P qui arrivent, et vous voyez en fonction de la distance, vous avez à un certain moment, ils appellent ça la discontinuité de 8 degrés, qui correspond à une distance d'environ 900 à 1000 km, vous avez une rupture de pente, d'abord un petit décalage dans le temps et une rupture de pente dans les premières arrivées, qui est la manifestation de la présence d'une zone de faible vitesse, donc un saut de vitesse plus rapide en haut et plus lent en bas. Et donc, quand on peut représenter ça aussi, quand on compare ce qu'on voit dans les régions cratoniques et les régions donc plus tectoniques, on voit ici dans les régions cratoniques qui sont en vert puisque le temps de parcours est plus rapide, les vitesses sont plus rapides. On voit ce décrochage ici à environ 8 degrés. On le voit aussi dans les régions tectoniques où il pourrait correspondre mieux à la limite lithosphère-asténosphère. Et donc à l'époque, ces auteurs avaient proposé la présence, donc en vert ici c'est reporté en bleu, c'est pas très bien comme correspondance des couleurs. Vous avez donc une zone à faible vitesse qui correspondrait donc à une discontinuité autour de 100 km de profondeur. Donc tout ça, ça concorde très bien avec ces résultats récents à partir des ondes converties et à partir de l'anisotropie azimutale. Et donc, on peut se poser la question d'où ça provient. Et pour ça, on va faire intervenir des modèles géodynamiques. Et je vais passer les quelques minutes qui me restent à vous en parler rapidement. Donc, pour étudier la structure de la thermique de la lithosphère continentale, on utilise les contraintes sur les flux de chaleur à la surface, la concentration des éléments radioactifs dans la croûte, et on résout l'équation de la conduction qui donne ensuite le géotherme continental et donc l'épaisseur de la couche thermique, couche limite thermique, qui est donnée par l'intersection du géotherme continental, qui est courbé, avec le géotherme adiabatique, donc correspondant à la zone convective, et on trouve en général dans les cratons autour de 200 km de profondeur. Par contre, dans ces modèles ne sont pas vraiment des modèles dynamiques puisqu'ils n'incorporent pas la présence du manteau convectif dans la modélisation, et ceci
a été rajouté dans une étude intéressante de Cooper et al. En 2004, où ils ont donc inclus non seulement, ils ont fait un calcul de convection avec une lithosphère continentale, mais ils ont inclus un continent avec une composition chimique différente, continent non déformable et stable, donc à l'intérieur de cette couche limite thermique qui se formerait naturellement sans la présence de ce continent, dans un modèle de convection. Et donc ils montrent que les racines lithosphériques de cette composition chimique différente jouent un rôle important sur la structure profonde de la lithosphère et qu'elles sont aussi nécessaires pour obtenir une couche thermique d'épaisseur importante, hein, donc d'épaisseur aussi épaisse que celle qu'on observe dans les continents. Alors bon, ça je passe rapidement, c'est des modèles en 2 dimensions, donc ils rajoutent un continent et ils font des calculs en contrastant des modèles avec une racine chimique et différente et non, etc. L'important, c'est qu'ils trouvent que lorsqu'ils ont une racine de chimie différente, donc et de propriétés mécaniques différentes, l'épaisseur de la couche thermique qui se forme autour de cette racine, elle augmente avec l'épaisseur de la couche chimique. Et en fin de compte, le rapport de ces épaisseurs tend vers 1. C'est ce qui est indiqué dans cette figure ici, c'est l'épaisseur de la lithosphère chimique, et ça, c'est l'épaisseur de la couche limite thermique, donc l'épaisseur totale. Donc, vous voyez cette augmentation régulière. Et on peut le représenter de manière différente en prenant l'épaisseur de la lithosphère chimique dans cette petite couche, et le rapport de cette épaisseur-là à l'épaisseur de la couche thermique qui se forme autour, et on voit une relation relativement non linéaire. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est que dans cette étude, nous revenons d'anisotropie azimutale dans le continent nord-américain. Nous avions donc 3 couches. Ici, ce qui est montré, ce sont ces 3 couches d'anisotropie azimutale, mais au lieu de montrer en couleur l'anisotropie azimutale elle-même, on montre les gradients, c'est-à-dire qu'ils vont pour mettre en valeur les zones où ça change. Donc en rouge, ici, vous avez la limite de la première couche, et en bleu, la limite de la deuxième couche, qui sont toutes les deux marquées par des gradients donc des changements de direction très forts d'anisotropie. Et alors, l'exercice qui a été fait ici, c'est qu'on a supposé que la première couche était la couche chimique rigide datant de l'Archéen. On a considéré la profondeur de cette couche, marquée ici donc, par le pointillé blanc, et on en a déduit l'épaisseur de la couche thermique complète de la lithosphère, suivant le modèle de Cooper, donc en utilisant sa relation entre l'épaisseur de la lithosphère chimique et l'épaisseur de la lithosphère thermique. Ce qui est intéressant, c'est que l'épaisseur prédite de la lithosphère par ce moyen, par ce calcul, correspond très bien avec l'épaisseur de la lithosphère mesurée à partir de l'anisotropie sismique. Donc ça porte encore plus crédence à ce genre de modèle avec une couche chimique rigide ancienne qui aurait été entourée d'un espèce de coussin thermique au cours des temps géologiques ultérieurs. Voilà, et donc ça nous amène à un modèle un peu modifié sur la lithosphère continentale qui pourrait avoir une stratification avec des différences de composition, une couche très ancienne ici de chimie différente et une couche thermique par en dessous. Et donc ceci pour expliquer les différences dans les variations de vitesse sismique, les différences dans l'amplitude et les variations de l'anisotropie azimutale, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, et aussi les différences dans la composition chimique, avec cette zone étant beaucoup plus appauvrie que la zone plus profonde de la lithosphère. Bon, et alors si vous voulez bien, encore quelques minutes pour finir, quels sont les modèles proposés pour la formation de la lithosphère cratonique? Il y en a 3 actuellement. La formation avec un grand panache,
et donc beaucoup de fusion partielle à grande profondeur. L'empilement de plaques océaniques qui épaissiraient ainsi la lithosphère, ou encore un modèle d'accrétion dans un arrière-arc volcanique, donc dans la région volcanique en arrière d'une zone de subduction, qui pourrait expliquer aussi certaines propriétés chimiques. Alors, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails. Le modèle de panache, il permet d'expliquer, il a certains avantages. Il permet d'expliquer une fusion partielle à haute température qui produit ça produit une grande quantité de fusion, un résidu très appauvri, déshydraté et de forte viscosité, et la formation d'une couche limite chimique de densité plus faible. Donc, toutes ces observations qu'on a, pour lesquelles on a certaines contraintes provenant d'autres disciplines que la géochimie. Et donc, en plus, la formation de ces cratons serait épisodique, puisqu'elle dépendrait de l'épisodicité, de la remontée de ces panaches mantéliques. Et ça pourrait expliquer aussi la distribution épisodique des âges dans les cratons. Et la stratification, bien sûr, puisqu'on aurait un appauvrissement plus grand dans les parties superficielles que dans les parties profondes. Les inconvénients, c'est qu'il apparaît qu'en fait, jusqu'à présent, tous les cratons ne sont pas forcément stratifiés chimiquement. Enfin, c'est quelque chose encore à vérifier. Et les arguments géochimiques sur le fait qu'on devrait avoir beaucoup de fusion partielle à 200 km de profondeur, ce qui pourrait être contredit par certaines observations. Je ne peux pas entrer dans les détails, je n'ai pas le temps. L'autre modèle d'imbrication successive de croûte et de lithosphère océanique serait comme ceci. Il a des avantages. Il peut expliquer l'observation que certaines roches cratoniques ont été formées à basse température et pression. J'en ai pas beaucoup parlé, mais il y en a. Et il peut surtout expliquer la présence d'interfaces inclinées dans la lithosphère continentale qui est obtenue à partir de mesures sismologiques régionales. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails, mais ces inconvénients, c'est que qu'il y a un certain nombre d'inconvénients si on compare la lithosphère océanique avec la lithosphère continentale. On peut se demander pourquoi cette océanique ne serait pas plus épaisse et moins dense que ce qu'on observe. On n'a pas non plus d'évidence de zones de résistance plus faibles qui devraient correspondre à ces interfaces de subduction successive. Et en plus, on devrait avoir plus d'éclogites. Alors, je ne vous ai pas parlé trop d'éclogites, mais l'éclogite, c'est le produit de la fusion qui donc forme à grande profondeur, c'est la forme de grande profondeur du basalte, et donc de la croûte. Et ce modèle, d'après ce modèle, on devrait en avoir beaucoup. Donc ça, c'est un exemple montrant en sismologie les observations de ces structures penchées, donc à des profondeurs allant de 100 jusqu'à même 200 km de profondeur, qui sont invoquées, c'est ces centres d'observation qui sont invoqués pour ce modèle. Et le troisième modèle, donc accrétion dans un arc et épaississement, est invoqué à cause de certaines similarités entre les roches dans les arcs, dans les zones de subduction actuelles et les arcs continentaux en milieu continental et donc la composition des zénolithes de la vieille lithosphère continentale. C'est un modèle qui est favorisé par beaucoup de géochimistes qui travaillent sur l'archéen actuellement. Donc voilà. Et donc l'argument, c'est que la composition des péridotites de l'archéen ressemble beaucoup à la composition des arcs continentaux actuels, donc de collisions continentales actuelles. Je ne sais pas, donc il faut mettre tout ça en correspondance avec les modèles obtenus à partir de la sismologie et d'autres disciplines. Moi, ma préférence actuelle serait pour une combinaison de ces deux modèles-là, avec peut-être
mais là je m'engage beaucoup, je ne suis que sismologue, c'est qu'il y aurait peut-être à l'Archéen la formation de la partie archéenne, de blocs archéens dans un contexte de panache, et qu'ensuite il y aurait eu peut-être un changement dans le régime tectonique, et les régions un peu moins anciennes, les régions de suture, auraient pu être formées dans ce genre de modèle-là, qui pourrait expliquer un certain nombre de structures qu'on observe donc par la sismologie. Voilà, alors nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention prolongée. Et je vous indique que donc demain et après-demain, nous avons ici, dans cette salle, un workshop, donc une conférence internationale sur ces sujets. Donc j'espère que le cours que je vous ai fait vous aura préparé un peu à écouter les spécialistes de ces sujets dans les 2 journées qui viennent. Voilà, je vous remercie.